étape, nous aurons là des témoignages et merci déjà à nos témoins. Alors, pour passer de l'idée au concept de l'événementiel, il va falloir d'abord définir ce que c'est un événementiel, définir ses objectifs, et c'est la première erreur à ne pas commettre en matière d'événementiel, c'est bien de partir de vos objectifs, et on va travailler là-dessus. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que l'événementiel est votre bon outil? Je vous propose de vous remettre sur boucle. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, noter des mots-clés qui pourraient composer la définition de l'événementiel? En gros, qu'est-ce qu'un événement? Qu'est-ce que l'événementiel? Alors, vous pensez que la sensibilisation, la communication, l'information, l'organisation, j'ai vu le mot unique qui me plaît, festif me plaît beaucoup moins. On va peut-être y revenir là-dessus. Donc, je vous propose une définition. Alors, je vous lis la définition, puis je vous la commente, si vous voulez bien. C'est un concept, une démarche active qui va vous permettre d'atteindre un objectif en vue d'améliorer un élément nécessaire à votre structure tout en marquant les esprits. Un événement est unique et non reproductible. C'est-à-dire que c'est un concept. Oui, un événement, il a un début, il a une fin, il a une progression. C'est comme ça qu'il doit être créé. Une réunion ne peut pas être un événement. Sauf si vous l'organisez autour de cette démarche active. Une démarche active, ça veut dire qu'il vous faut du mouvement. Il faut mettre en mouvement votre interlocuteur, qui va vous permettre d'atteindre un objectif. C'est l'essentiel d'un événement réussi. Le festif à 100%, c'est non avenu, c'est terminé. Faire une soirée cocktail juste pour se parler et se rencontrer, c'est beaucoup trop d'argent dépensé, c'est pas d'efficacité. L'événement doit vous permettre d'atteindre un objectif. Et donc, il va vous falloir vous poser un instant pour définir cet objectif. Et le premier objectif, évidemment, c'est d'améliorer quelque chose qui est nécessaire à votre structure. Oui, parce que si c'est pas utile, ne le faites pas. En marquant les esprits, il va bien falloir laisser une trace. Non seulement laisser une trace, l'évaluer, et puis en avoir un suivi. Oui, en matière d'événementiel, vous allez devoir rendre des comptes. Vous allez me dire, oui, mais nous, on n'a pas tellement d'argent pour faire un événement juste pour une fois. Un vrai événement, il est unique et non reproductible parce qu'il va dépendre d'un contexte, d'un environnement, d'une date, d'une structure. Par exemple, si vous habitez Paris, faire un événement en juillet 2024, ça va être très particulier. En revanche, si vous vous intéressez au handicap en 2024, avoir un sportif en situation de handicap va être très facile, alors qu'en 2025, ça va être plus difficile. Donc, vous allez pouvoir aussi surfer sur un certain nombre d'opportunités. On peut aller un petit peu plus loin, si vous voulez bien, sur la définition de l'événementiel. Quel est le process pour créer votre événement? Et vous êtes nombreux parmi vous à certainement devoir créer pour la première fois un événement. Pour créer un événement, il va falloir imaginer l'événement adapté à votre objectif. Visez une cible. Il se peut que dans votre structure, la cible soit uniquement les cadres. Cadre A, A+, ça peut être uniquement les agents. Je avoue que j'éviterai d'avoir comme cible uniquement les personnes en situation de handicap. On travaille quand même sur l'inclusion. Il va falloir servir un sujet et faire ressortir des valeurs ou un message. Parmi vous, il y a des communicants, vous savez qu'un seul message à la fois, c'est ce qui vous fera gagner en lisibilité de votre événement. Ensuite, il va falloir le planifier. Vous allez dire que peut-être je suis une stacanoviste de la planification. Moi, j'ai déjà mon agenda 2025 et je peux même vous dire les élections en 2029. Oui, il y aura des élections en 2029, il y aura des européennes, des députés normalement et des sénatoriales. C'est-à-dire que quand vous faites de l'événementiel, vous devez connaître tous les événements et les éléments importants. Par exemple, si vous habitez Nice en juin 2025, ça va être très compliqué d'organiser quelque chose puisqu'il y a la conférence des Nations Unies sur les océans. Donc, il va falloir absolument qu'en termes de planification, vous teniez compte du contexte dans lequel vous êtes par rapport à votre ville, par rapport à la politique, par rapport aux événements sportifs. Vous voyez, par exemple, la prochaine Coupe du Monde
a lieu du 11 juin au 19 juillet 2026. Comme elle aura lieu aux USA, au Canada, au Mexique avec 8 heures de décalage, je pense que c'est une période où ça ne sert à rien d'organiser quelque chose, vous n'aurez personne. Optimisez votre budget. C'est pas grave de ne pas avoir d'argent. Ce qui est grave, c'est pas d'optimiser votre budget. En fait, il y a une règle en événementiel qui consiste à dire faites peu, mais faites bien. Assurer une coordination, c'est une autre clé de succès. Vous, si vous organisez un événement, il va falloir absolument organiser tout. Les équipes, les fournisseurs, les clients, le donneur d'ordre, les partenaires, les collaborateurs, le comité de pilotage, la sécurité, le protocole. Évitez de jouer seul en matière d'événementiel. J'ai une question à vous poser en matière d'événementiel. Est-ce que vous faites seul ou vous vous faites aider? C'est-à-dire, est-ce que vous faites tout en interne? Est-ce que vous créez des concepts et vous sous-traitez la réalisation? Est-ce que vous sous-traitez une partie? Est-ce que vous sous-traitez tout du concept à la réalisation? Ou, pour l'instant, vous ne faites pas d'événement, donc vous n'êtes pas encore posé la question de la sous-traitance? À vous de répondre. Alors, je peux répondre pendant que vous votez à cette question. Une formation liée à une intégration peut être un événement. C'est-à-dire que, oui, ça peut être un événement sous forme de formation, mais peut-être que si vous voulez que ça en soit un événement, on peut peut-être en organiser ce qu'on appelle un team building, et je reviendrai peut-être là-dessus à la fin. Le team building, c'est le fait de réfléchir en équipe à l'intégration d'un nouveau collaborateur. C'est très compliqué d'intégrer un nouveau collaborateur, surtout s'il est en situation de handicap, parce que ça le stigmatise beaucoup. Alors que si on fait un team building, on est tous ensemble autour d'un événement et c'est beaucoup plus intéressant. Si vous êtes dans une cellule référent handicap, handicap RH, vous avez forcément un service communication. Dans la fonction publique, il y a des services protocolaires. Vous avez ces services-là, allez les rencontrer, allez les voir, collaborez avec eux. Si vous sous-traitez une partie, ne sous-traitez jamais la partie objectif. Elle vous appartient à vous, cette partie objectif. Elle est vraiment importante. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Pour cette partie objectif, vous avez compris que c'est une partie extrêmement importante. Est-ce que vous voulez sensibiliser au handicap, lever des préjugés? Est-ce que votre besoin, c'est recruter de nouveaux collaborateurs, CDD, CDI et apprentissage? J'insiste sur la partie apprentissage, qui est une partie importante dans le handicap. Est-ce que vous voulez développer votre accessibilité? Donc, accessibilité évidemment universelle. Intégrer le handicap à votre culture, à vos valeurs. Est-ce que vous voulez favoriser des déclarations RQTH ou atteindre ou gérer le fameux quota de 6%? Travailler l'inclusion ou autre? Je vous propose de voter. En partie, pour traduire des objectifs en un concept événementiel, faites très attention de ne pas faire l'inverse. Je vais vous donner un exemple raté. J'ai eu une demande d'un client qui m'a dit « Ah, ce serait super que vous nous organiez une porte ouverte ». En soi, la porte ouverte, c'est un événementiel très intéressant. Bien évidemment, avant de m'engager à lui dire oui, bien sûr, je vais créer une porte ouverte, je lui ai posé la question pour quelle raison voulez-vous une porte ouverte? Et là, il me répond pour améliorer la communication entre les collaborateurs, parce que les collaborateurs ne se parlaient plus. Vous comprenez bien que organiser une porte ouverte, et en plus, il voulait une porte ouverte pour accueillir les familles de la structure, c'était donc amplifier le problème. Donc la première réaction que nous avons eue, c'est de dire non, nous ne ferons pas d'événementiel dans ce cas. En revanche, faites un travail sur votre problématique qui est une communication, développer la communication entre les collaborateurs. Et du coup, ils ont fait du coaching, de la formation et la porte ouverte n'a jamais eu lieu. Donc bien souvent, l'événementiel n'est pas forcément la solution. Faites attention, on dit c'est un pansement sur une jambe de bois. Ne faites pas un événementiel pensant que tout ira mieux après. Faites un événementiel en ayant conscience de chaque élément et chaque étape. En matière d'événementiel, vos objectifs, vous savez, là, ceux que vous avez votés tout à l'heure, ils se classent en
3 parties distinctes. Donc, cette pyramide des objectifs stratégiques va vous aider dans la conception de votre événementiel. La première étape en termes d'objectifs stratégiques, c'est l'information. Vous avez besoin de sensibiliser au handicap, de lever les préjugés et donner des éléments clés. En matière de handicap, le premier élément clé à donner, ce sont des chiffres. On ne sait pas que 15% du handicap est du handicap de naissance, ce qui veut dire que 85% de handicap arrive au courant de la vie. Ces chiffres clés sont vraiment importants à donner pour démystifier un certain nombre d'éléments. Ensuite, la deuxième étape, c'est une étape qu'on peut créer autour d'objectifs liés au changement. Vous voulez favoriser des déclarations RQTH. Nous avons le cas ici à La Réunion d'une structure qui, suite à des événementiels, a eu plus de 80 déclarations RQTH, ce qui est quand même formidable. Développer l'accessibilité, recruter des CDD, CDI, apprentissage, et maintenir dans l'emploi. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des éléments qui auront comme objectif de changer une situation. Troisième élément, vous voulez faire du développement. On est dans le haut de la pyramide. Vous voulez intégrer le handicap à votre culture, à vos valeurs, atteindre ou gérer le quota des 6% et faire de l'inclusion un standard dans votre politique handicap. Cette pyramide-là que je vous propose fait qu'il va falloir faire les étapes dans un certain ordre. Vous ne pouvez pas travailler de l'inclusion comme standard si vous ne commencez pas par une étape d'information. C'est-à-dire qu'il va falloir gravir ces échelons comme un escalier. Première étape, l'information. Deuxième étape, le changement. Troisième étape, le développement. Pour la simple et bonne raison que derrière cette pyramide des objectifs stratégiques, il y a une action stratégique à mettre en place. Si vous voulez informer, il va falloir prévenir et anticiper. Il va falloir créer du lien entre vos collaborateurs ou vos agents. Il va falloir présenter votre cellule handicap et le référent handicap qui est une personne clé dans la cellule handicap, que vous soyez à temps plein ou à temps partiel. Et évidemment, commencer à mettre les bases de créer un climat de confiance favorable. Vous n'aurez jamais de déclaration RQTH qui est la strate du niveau 2 s'il n'y a pas un climat de confiance dans la cellule handicap. Vous voyez ce vers quoi je vais vous amener, c'est cette pyramide. Première étape, l'information. Deuxième étape, quand vous êtes en phase de changement, eh bien vous allez pouvoir commencer à faire changer les mentalités, faire évoluer les représentations, et là, vous allez pouvoir faire adhérer, et le service RH va pouvoir vous accompagner. Vous, en tant que référent handicap, il va falloir vous faire accompagner d'une strate hiérarchique supérieure. Sauf si, comme dans certains services ici que nous avons à La Réunion, le handicap est directement relié à la direction générale, qui est une très bonne chose, et on voit que ça fonctionne. Le handicap est rattaché à la direction générale, on a des résultats qui sont nettement supérieurs. Et dernière étape, pour vos actions stratégiques en matière de développement, là, vous allez pouvoir manager pleinement et entièrement une politique handicap, promouvoir le handicap et faire en sorte que tout se passe au niveau de la direction générale. Si vous devez faire votre étape 1, c'est-à-dire sensibiliser, ne faites pas de réunion de sensibilisation. Ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. On s'y ennuie la plupart du temps. Vous voyez cette réunion avec un PowerPoint où vous expliquez c'est quoi le handicap, les différentes catégories, ça ne fonctionne pas. Si en plus vous avez des générations Z, voire millennials ou plus, eh ben, ils ne kiffent pas du tout les réunions d'information, que sans interactivité, il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas d'action. Donc si vous faites une réunion de sensibilisation, au mieux, vos collaborateurs vont savoir quelque chose, mais ils ne feront rien. Or, si vous voulez que la politique handicap rentre dans votre structure, il va falloir mettre en mouvement vos interlocuteurs. Autre conseil, ne jouez jamais solo. Vous avez un service communication dans votre entreprise. Alors, moi, j'ai collaboré avec des services de communication, j'ai fait partie de services de communication. On déteste avoir de la concurrence dans un autre service. Vous êtes un service handicap, vous allez faire un événement, donc vous allez faire de la communication. Il faut absolument que l'événement que vous allez créer, vous allez l'intégrer dans la stratégie com de la structure en place. Ça, c'est très important parce que sinon, vous allez court-circuiter le service communication qui déteste ça. Il va vous mettre du coup des bâtons dans les roues. Et grâce au fait d'avoir une stratégie de communication dans votre structure, vous allez trouver la bonne date, la bonne place, le bon contexte. Donc, intégrez votre événement dans un planning global de votre structure. Et puis, posez-vous tout simplement la question, est-ce que l'événementiel
et le bon outil. Vous allez quand même mettre en œuvre beaucoup de moyens. Pour quels résultats? Donc, mettez en place des indicateurs. Ces indicateurs sont des indicateurs de réussite, bien évidemment, mais qui vont aussi vous servir à piloter vos événements. Vous allez, dans une carrière, faire plusieurs événements autour du handicap. Voici quelques idées d'indicateurs. L'indicateur finalement le plus simple, c'est le nombre de participants. J'ai fait un événement, combien de participants? Pensez aussi comme indicateur à mettre le type de participants. Est-ce que vous avez eu plus de cadres, A+, A? Est-ce que vous avez eu plus d'agents? Quel était votre objectif? Vous n'allez pas avoir le même type d'événement si vous visez uniquement les cadres que si vous visez les agents, pour la simple et bonne raison qu'il y a plus d'agents que de cadres. Donc d'un point de vue numérique, tout simplement, vous allez avoir plus de monde. Ensuite, mettez des indicateurs sur l'efficacité de votre événement. Il y a un indicateur qu'on oublie qui est très intéressant, et ça je l'ai eu grâce au référent handicap de La Réunion qui m'en ont parlé, le nombre de demandes de rendez-vous avec le référent handicap. Souvent, après un bon événement, vous allez avoir un accroissement du nombre de rendez-vous. Mais quel type de rendez-vous? Est-ce que vous avez plus d'encadrement qui viennent vous demander des conseils, par exemple pour le ménagement, l'aménagement de poste? Ou est-ce que vous allez avoir plus de rendez-vous avec des agents? C'est aussi symptomatique de quelque chose qui se passe dans votre entreprise. Un autre indicateur qui peut être assez rigolo, c'est connaissez-vous ou êtes-vous capable de reconnaître le nom du référent handicap? C'est déjà une première clé, c'est de se faire connaître soi-même dans sa fonction de référent handicap. Si on ne connaît pas votre nom, faites au moins connaître votre fonction de référent handicap. Un indicateur dont tout le monde rêve, évidemment, c'est l'augmentation du nombre de RQTH, mais ça peut être aussi le nombre de dossiers de maintien, le nombre de dossiers de ménagement ou d'aménagement de poste. Un indicateur qui est tout simplement votre contribution et le montant de cette contribution. C'est n'oubliez pas de travailler aussi vos éléments de langage. Soyez convaincant. Vous allez devoir être convaincant pour plusieurs raisons. D'abord, faire venir des gens à votre événement. N'oubliez pas, dans le webinaire sur la communication, on en parle. Convaincre, c'est argumenter et aussi séduire, c'est-à-dire que dans votre conviction, il va falloir laisser de la place à l'émotion. Dans ce webinaire, vous allez avoir tout le détail de l'équation de la conviction et ça va vous donner pas mal d'informations. N'oubliez pas aussi de travailler votre communication avec votre service de communication, mais votre service de communication n'a pas forcément de compétences en matière de handicap. N'oubliez pas de choisir des visuels inspirants. Il y a 80% des personnes qui ont une situation de handicap invisible. Je ne me reconnais pas dans un fauteuil roulant. Alors, j'ai rien contre les personnes en fauteuil roulant, bien évidemment, mais ils ne représentent qu'entre 4 et 6%. Voilà un autre visuel que je vous propose ici qui est un peu plus large. C'est-à-dire que si vous voulez que moi je me déclare en tant qu'RQTH, qui est souvent le combat de tous les outils de sensibilisation, faites en sorte que je me reconnaisse dans une situation de handicap. Travaillez sur les outils de communication, qu'ils soient les plus inspirants possibles. Laure, je voudrais te poser plusieurs questions. Toi, en tant que directrice territoriale, tu as fait le choix, et on te remercie encore fortement, de faire des événements originaux et des événements très actifs où les gens participent et sont acteurs de l'événement. Comment tu as fait pour convaincre tes partenaires, ta hiérarchie et les institutionnels? Et sur le terrain, quels bénéfices tu en vois? Sandrine, c'est vrai qu'on a de la chance en tant que directrice ou directeur territorial au handicap, c'est nous qui définissons en fait notre programme, évidemment dans les lignes stratégiques du FIPHFP, mais nous sommes libres sur chacune de nos régions de déterminer et de trouver des solutions qui sont les plus adaptées à nos territoires. Nous avons une liberté d'action qui est largement appréciable. Après, sur les partenaires institutionnels, alors je ne sais pas si nous avons de la chance à La Réunion et à Mayotte, mais en tout cas pour les événements que nous avons pu créer à La Réunion, ce ne fut pas difficile parce que en fait, je crois que nous avons des partenaires qui sont à la hauteur de nos ambitions et que nous partageons en fait un même
système de valeurs, de principes, qui est de conduire à bien une mission de service public et donc de se donner les moyens nécessaires pour réussir cette mission-là. Donc, j'ai jamais eu l'impression d'avoir à convaincre les partenaires du FIPHFP. C'est vrai que c'est l'intelligence collective qui fait qu'on se dit pourquoi ne pas faire cet événement-là de manière à répondre à cet objectif-là et de marquer la mémoire bien évidemment des participants, mais aussi du territoire. C'est vrai que je trouve que c'est important de faire de l'événementiel parce que je pense que le handicap est un sujet qui favorise l'événementiel. Être en situation de handicap, c'est déjà aussi, en tant que personne handicapée, c'est bien souvent la compensation, elle n'est pas toujours à la hauteur du besoin, même si on fait plein de choses. Et il y a une capacité d'adaptation et parfois de création des personnes en situation de handicap pour vivre leur quotidien. Et je trouve qu'ils sont une source d'inspiration. Et puis, ça a été dit, bien évidemment, pour lever tous les préjugés, les stéréotypes qui sont quand même des ancrages culturels extrêmement forts et on ne fait pas changer le regard par simplement un coup de baguette magique. Il faut quelque chose qui soit un peu choc. Et je pense que créer un événement, c'est sortir de l'ordinaire, c'est créer de l'extraordinaire qui va percuter en fait ce bloc culturel dans lequel sont ancrés les préjugés, les stéréotypes et les représentations sociales que nous partageons tous sur le handicap ou en tout cas que nous connaissons tous. Une chose aussi importante, je pense que quand on met en place c'est le troisième point que j'ai envie de développer, c'est quand on met en place des événements qui sont aussi marquants, ils restent dans la mémoire collective, ça c'est important. Nous faisons aussi des productions qui sont mises au service du bien commun, de tout un chacun quand il veut les réutiliser pour créer son propre événement. Je crois aussi que nous servons beaucoup de l'émotionnel, ça a été dit, et ça fait partie de l'événementiel. Mais c'est vrai que sur les événements que l'on a pu créer, moi j'en parle encore de certains parce qu'ils m'ont émue, même d'ailleurs jusqu'aux larmes. Et je trouve que l'émotion est une force, et d'autant plus quand elle est partagée, on en fait vraiment quelque chose d'utile. Voilà. Donc, juste en conclusion, j'avais envie, moi, de citer André Malraux, parce que bien, on utilise souvent l'art pour aussi créer cet événementiel. Et André Malraux disait l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Voilà, Sandrine. Super, merci beaucoup. C'est le processus de mise en œuvre d'un événement, les clés de réussite. Qu'est-ce que vous devez faire pour la préparation et qu'est-ce que vous devez faire pour construire un événement avec l'acronyme qui s'appelle COCOFES. Tous ceux qui ont été aux Seychelles savent ce que c'est un COCOFES, on reviendra là-dessus. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai parlé de cette pyramide stratégique. Eh bien, cette pyramide stratégique va vous permettre de trouver le concept. Si vous êtes dans la phase information, vous allez pouvoir évaluer des connaissances. Évidemment, je vois que Yves nous parlait d'un indicateur sur la réponse au QCM. Oui, c'est très très bien de faire ça dans la partie information, intégrer des nouvelles références et des nouvelles données. Dans le type de concept que vous allez faire sur la partie 2, c'est-à-dire la partie changement, faites contribuer les gens, fédérer des collaborateurs autour d'une thématique, montrer, démontrer, oser, innover. Pensez à sortir du cadre, pensez à partager en interne, faire des activités interservices. Et pour la partie concept, pour la partie développement, développez votre sentiment d'appartenance, célébrez, essayez de pérenniser, de réinventer, de partager vers l'extérieur. Ne jouez pas forcément perso. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est vous, dans votre prochain événement, vous vous situez à quel niveau? Est-ce que vous êtes dans un niveau d'information, un niveau de changement ou un niveau de développement?